I'm going on an adventure! Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro hors série du podcast Movies Nerd, enregistré le 29 décembre 2014. Je suis Axel, votre hôte comme d'habitude, et je suis accompagné d'Eddy. Salut Eddy. Salut. Quentin n'est pas là, il festoie en ce moment, apparemment. Donc, déjà nous c'est pas évident, ouais, hein. Franchement, donc, ce pas hors-série, évident. vous avez intérêt de le savourer parce qu'on l'enregistre alors qu'il n'y a pas des masses de temps. Donc on a décidé de faire ce podcast spécial sur la saga The Hobbit, puisqu'elle vient de se terminer avec le dernier film qui est sorti il y a 2 semaines, je crois. Ouais. C'était un bon moment. Donc avec Eddy, on s'est mis d'accord sur cette date et on fait ce podcast, ce premier hors-série, Movies Nerd. Il y en aura peut-être d'autres pour d'autres sagas, on verra bien. Alors, avant de commencer avec le premier film, donc on va vous parler des 3 films durant ce podcast. Je voudrais commencer par vous donner, on va vous dire ce qu'on attendait du film avant qu'il sorte, avant que le premier sorte, donc en 2012. Si on était déjà fan du Seigneur des Anneaux, si on avait déjà lu le bouquin, ou si... Enfin voilà. Donc Eddy, vas-y, je te laisse commencer. Ouais, en gros, comment on appréhendait la nouvelle trilogie du Hobbit. Et le fait que ce soit plus Guillermo del Toro qui ait pris le film à sa charge, et que il a été décidé de faire un film en 3 parties, alors qu'il devait être en 2 parties normalement. Ce qui à mon sens aurait été plus judicieux, mais bon, c'est un autre débat. Comment j'attendais le Hobbit, déjà moi le Seigneur des Anneaux j'ai toujours beaucoup aimé. Le Seigneur des Anneaux, ça fait partie des premiers films très longs que je regardais quand j'étais plus petit, parce que quand le premier est sorti, La Communauté de l'Anneau, je devais avoir il est sorti en 2001. J'avais juste 10 ans, ouais. Et c'est vrai que j'avais pas été les voir au cinéma, mais j'en ai vu aucun des 3 premiers au cinéma et j'aimerais bien le faire. C'est pareil, moi aussi j'aimerais énormément le faire. Mais moi j'aimerais bien le faire, mais en ciné-concert en plus. Ah ouais, ça serait ça j'adorerais. Ouais. Et donc j'ai vraiment, moi j'ai tout de suite été emporté par l'univers du premier. Et du coup j'ai vraiment vu je les ai vus tous les 3 à la suite. Ouais. Et j'ai vraiment adoré. Enfin, ça fait vraiment partie de l'une des sagas que je préfère. Moi, j'ai été bercé comme toi, Axel, bercé avec Harry Potter et tout ça, mais c'est vrai que plus d'affection quand même pour le Seigneur des Anneaux, parce que j'aime beaucoup Harry Potter, hein, mais je sais pas, le Seigneur des Anneaux, c'est que je m'évade, ce qui est génial en fait, c'est que moi j'ai pas lu les bouquins, hein. J'ai essayé il y a pas si longtemps, et j'arrive pas à lire du Tolkien. Il y a trop de détails et ça me perd en fait. C'est compréhensible. Il y en a qui adorent, mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment être un bon lecteur pour lire du Tolkien, parce que du coup moi je lis jamais, et là j'ai pas réussi. Mais par contre j'adore me refaire les 3 films à la suite en marathon, quoi, pendant 12 heures d'affilée. Ça j'adore, ça permet vraiment de... Bon, je suis en même temps quand t'es fan t'es un peu barjot sur les bords, mais t'as un petit côté no life. Mais sinon, j'adore ça, quoi. C'est que ça me permet de m'évader et tout. Puis ce que je trouvais génial en fait dans le Seigneur des Anneaux, et ça j'y reviendrai quand on va parler du premier Hobbit, c'est que Peter Jackson, il a toujours su rendre cet univers presque tangible en fait. Et ça a toujours été son mot d'ordre, même quand tu regardes les making-of et tout, pour la création des décors, les trucs comme ça, il disait il faut que ça ait l'air d'être... il faut presque que ça sente le vécu en fait.
Donc du coup, il a essayé de faire ça un peu comme un témoignage réaliste d'événements qui auraient pu se passer. Ouais. Et je trouve que c'est ce qui rend les trois films vraiment beaux. Et puis parce que c'est fait dans les bonnes vieilles techniques du cinéma. Donc du coup, tout ça, c'est très tangible, on y croit. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour Seigneur des Anneaux, parce que pour moi, c'est autant une réussite en termes de cinéma qu'en termes de narration. Après, plus au niveau du scénario, c'est vachement intéressant dans le sens où il n'y a pas de rapport avec la religion, alors que tu prends un auteur comme C.S. Lewis, qui est un ami de Tolkien. Si tu vois, là, tu regardes les Narnia, tu as tout de suite la propagande très derrière. Ouais. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un auteur comme Tolkien, à son époque, c'est pas forcément inspiré de ce qui pouvait se passer. Il y a pas enfin, autant on pourrait penser qu'avec tout ce qui se passe dans la trilogie de l'anneau, et ça pourrait être une figure du nazisme, un peu un symbolisme, mais en même temps il y a plein de détails qui te disent que non, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui était très créatif, et c'est bien de voir des histoires fraîches et neuves comme ça, avec des grandes lignes qui sont devenues assez classiques aujourd'hui, mais qui là sont vraiment traités, qui sont vraiment très très bien traités, quoi. Donc voilà, moi le Seigneur des Anneaux, j'étais vraiment fan, enfin je suis toujours. Ouais. Et du coup, quand le Hobbit a été annoncé, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'avais pas lu évidemment le Hobbit. Je pense que je pourrais lire le Hobbit par rapport. Il est un peu plus, facile, il est plus facile à aborder. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que l'histoire du Hobbit m'intéresse moins, en fait. Je la trouve moins passionnante. Les enjeux sont plus moindres, je trouve. C'est peut-être, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais c'est le film qui te fait sûrement dire ça. Ouais, peut-être. Je pense. Peut-être, c'est sûr. Oui, Ouais. moi je dis ça, mais j'ai vu que le film. Ouais. Mais du coup, autant les films m'ont donné envie de lire Le Seigneur des Anneaux, mais autant le Hobbit m'a pas forcément donné envie de lire le livre. Et là, le truc, c'est que le Hobbit, quand ça a été annoncé, pourquoi pas. Alors moi, par contre, j'étais pas du tout dans le truc. Moi, je savais que le Hobbit était annoncé. Bon, je me doutais que ce serait vers Peter Jackson, mais j'avais pas trop entendu parler de Guillermo del Toro. Oui, c'était lui à la base, en fait, qui était le réalisateur. Donc pendant un an, il a été là-bas avec Peter Jackson en producteur. Donc toujours derrière le projet, mais pas aussi impliqué qu'il l'était pour Le Seigneur des Anneaux. Donc Guillermo del Toro, avec sa folie, il est toujours ce réalisateur. Moi j'adore Guillermo del Toro. Il est toujours fou de cinéma, et du coup, il avait créé plein de designs, plein de choses, un univers complet à partir du bouquin, et les artistes Howard Shore et je ne sais plus qui. Non, pas Howard Shore, qu'est-ce que je dis je sais plus qui sont les artistes qui sont à la base des dessins pour le film et pour les bouquins, mais qui avaient travaillé déjà sur Le Seigneur des Anneaux, n'aimaient pas du tout ces designs et les trouvaient anti-Tolkien. Du coup, au bout d'un an, il s'est fait virer du film. Il en a gardé un très mauvais souvenir. Mais, oui, normal. Surtout qu'il s'était impliqué vraiment à fond, qu'il avait déménagé en Nouvelle-Zélande pendant un an. Tout ça pour rien, en fait. Et son scénario a été gardé, des bribes de scénario ont été gardées, mais la plupart a été réécrit, en fait. Mais on voit quand même à la fin du générique Guillermo del Toro en consultant de scénario, mais bon, voilà quoi, c'est pas... D'accord. Ça, je savais même pas, je m'étais pas trop renseigné. Donc voilà. Du coup, si t'as fini. Et donc du coup, j'attendais le film, quoi. J'avais envie de retourner dans cet univers-là. Et quand j'ai vu la première bande-annonce, en fait, j'ai été un petit peu refroidi parce que déjà dans la première bande-annonce, tu sentais le ton beaucoup plus enfantin. Alors ça, on m'a dit, oui, mais alors c'est le Hobbit, c'est pas le Seigneur des Anneaux. Donc je me suis dit, ok. Donc je m'étais préparé à ça. Et quand j'ai été voir le film, en fait, j'étais un peu plus décontenancé. C'est pas que ça m'avait pas plu, parce que c'est un univers que j'apprécie, mais je sais pas, le traitement, j'avais trouvé le traitement un peu un peu bancal. Donc du coup j'ai été moins emballé au début par ce nouveau film, et donc j'avais un peu peur pour la suite.
Donc voilà un peu comment j'attendais le Hobbit. J'étais assez enthousiaste et puis un petit peu refroidi en dernier moment en fait. Ok, d'accord. Bon, alors moi j'étais. Enfin, je vais vous parler d'abord de mon approche avec Le Seigneur des Anneaux. J'avais 6 ans quand le film est sorti. Donc je l'avais vu en DVD chez moi. J'en ai vu aucun au cinéma, comme je l'ai dit avant. Mais enfin, comme on regardait souvent des DVD avec ma sœur, elle avait peur de Gollum. Donc j'ai pu voir le premier à 6 ans, le deuxième qui est sorti direct, j'ai pu le voir à 7 ans, mais on a dû couper en plein milieu parce qu'elle avait peur de Gollum. Et je n'ai plus revu les films jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc c'était... Ah ouais. Mais j'étais happé dans le film d'une manière... Enfin, c'était vraiment... pour moi, c'était les meilleurs films que j'avais jamais vus. J'avais pas encore vu le Star Wars, je crois. Non, je n'avais pas encore vu Star Wars. Mais c'était vraiment les meilleurs films que j'avais jamais vus. C'était un univers génial. Enfin, je pensais même pas que ça pouvait exister. Du coup, vers 14 ans, je me suis réintéressé énormément à cet univers et j'ai lu les bouquins qui, pour moi, ont changé ma vie. C'est vraiment, pour moi, Tolkien, c'est le meilleur auteur qui ait jamais existé. De ce que j'ai pu lire, hein, je suis peut-être pas le plus grand lecteur du monde, hein, j'ai pas lu tous les bouquins, mais de ce que j'ai pu lire, pour moi, c'est vraiment l'œuvre qui me fascine le plus et que je pourrais relire 130 000 fois sans m'en lasser en fait. D'accord. Donc très très grand fan. Et puis j'ai pu découvrir, j'avais quelques souvenirs quand je lisais les bouquins des films que j'avais vus quand j'avais 6 ans, mais c'était surtout mon imagination qui travaillait. Donc à mon avis ça fait une grande part à la découverte des films que j'ai vus après avoir lu les livres. Pour ces films, pour ces 3 films qui sont pour moi des chefs-d'œuvre et que j'avais revu à 15 ans à peu près, donc 14-15 ans. Et voilà, donc j'étais un très très grand fan des films de Peter Jackson aussi, de son travail sur le film, sur une adaptation qui était vraiment très très bonne par rapport au bouquin. Et du coup, quand j'ai appris la nouvelle sur le Hobbit, j'étais très très impatient de voir ce que... je savais que Peter Jackson n'était plus derrière le projet, enfin s'il était derrière en producteur, donc ça me rassurait. Mais étant un très grand fan de Guillermo del Toro aussi, j'étais très impatient de voir sa vision de l'univers, du Hobbit. Donc le Hobbit, je l'ai lu après Seigneur des Anneaux, ce que j'aurais dû faire le contraire, mais voilà. Donc j'ai découvert le Hobbit avant d'aller voir le premier film au cinéma. J'ai fini de le lire. C'était peut-être 1 ou 2 mois avant d'aller voir le premier film au cinéma. Et c'était aussi une merveille, ce bouquin. C'est vraiment, on en parlera un peu plus tard pour le troisième, surtout pour le troisième. C'est vraiment pas, les enjeux sont vraiment super importants, mis dans le bouquin, et on a vraiment l'impression de revivre un Seigneur des Anneaux un peu moindre, c'est vrai, mais toujours autant avec autant d'épiques, de grandes batailles, de contes, et aussi c'est sûr que le côté enfantin pouvait refroidir certains, mais je trouvais que le récit était très bon, et donc j'étais très... oui, mais non, mais moi c'est pas, moi c'est pas le problème, hein, le côté enfantin, au contraire, mais je sais pas si, enfin j'en reparlerai dans le premier, mais dans la critique du premier film, mais voilà, j'en reparlerai. Mais pour moi c'était pas un problème le côté enfantin. Et par contre, ce qui pourrait à la limite dans ce que tu dis, mais plus me gêner, c'est justement le fait, en gros on refait un Seigneur des Anneaux quoi. Et en tant que spectateur, moi c'est pas ce que j'attendais non plus. Oui, bien sûr. Mais le Hobbit ne ressemble pas au Seigneur des Anneaux, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, ou alors peut-être que je me... Non. Même le bouquin ne ressemble pas du tout, et la quête n'a rien à voir, mais on passe par certains endroits qui sont connus dans les films et dans les livres Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit, donc voilà, ça a quand même un rapport puisque ça se passe dans le même univers. Mais voilà, c'est vraiment pas les mêmes. Il y a un rapport de toute façon direct, c'est oui, Bilbo. C'est Bilbo et puis l'anneau. Donc ça c'est le rapport vraiment direct avec le Seigneur des Anneaux. Mais à part ça,
la montagne, le mont solitaire, on le voit jamais dans les films. Dans le Seigneur des Anneaux, on en parle quasiment jamais dans le Bah, à bouquin. part Gandalf et Bilbon, c'est tout, quoi. Voilà. Donc, et puis, on en parlera un peu plus tard dans le Hobbit, mais il y a quand même quelques... comme par exemple le père de Gimli, qui est un des nains, qui est... je sais plus maintenant quel nain. Après, le truc, c'est que le Seigneur des Anneaux fait des références au Hobbit. Oui. Genre, dans la communauté de l'anneau, on parle le coup des feux d'artifice avec le dragon. On parle aussi de Gollum qui a été... On parle de Gollum, on parle de Balin, le cousin de Gimli. Voilà. Donc bon, ça c'est vachement intéressant et je pense que là je vais vraiment apprécier de pouvoir revoir les trois et puis ensuite revoir le Seigneur des Anneaux. Avec tous ces trucs là, ça c'est vrai que c'est intéressant, mais bon, j'ai plus de réserve, quoi. Je sais que je prendrai moins de plaisir à revoir le Hobbit. Ouais. Ben ouais, je peux comprendre. Même si au demeurant c'est des films que j'apprécie. Oui, bien sûr. Du coup, ben voilà, j'étais très, très impatient de voir le Hobbit, le 1. Donc on va tout de suite passer à la critique du premier. Donc, ben vas-y, Eddie. Après, alors juste tu comme veux... ça... Ouais, à part si tu veux rajouter quelque chose. Bah, juste comme ça, avant de commencer la critique, je pense aussi que, enfin, dans mon cas à moi, le Seigneur des Anneaux, j'ai découvert ça, j'étais petit, j'avais 10 ans, et à 10 ans, moi j'ai déjà je sais pas moi, de genre de 4 à 10 ans, j'ai été nourri au Disney, au truc comme ça. Quand j'ai commencé à regarder des vrais films en live qui m'intéressaient, bon, il y a eu Titanic, j'étais assez jeune aussi, mais le Seigneur des Anneaux, Titanic, Jurassic Park, tous ces trucs-là, ça fait partie des films qu'en fait que j'avais vus enfant. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a plus de mal, je trouve, quand même à avoir un avis objectif. Tente, enfin, avec du recul, je me rends compte que oui, ok, c'est vrai, j'adorais ça étant petit, mais c'est vrai que oui, de toute façon, c'est bon. Pour moi, objectivement, c'est très bon. Alors qu'avec et après, le truc, c'est que j'ai grandi, j'ai vu d'autres films. J'ai pu aussi faire des comparaisons et je veux dire, mon sens critique a évolué aussi, c'est normal. Donc peut-être que du coup j'ai, malgré moi, mais pas, enfin c'est pas forcément mauvais non plus, je pense que c'est bien d'avoir un sens critique. Peut-être que malgré moi, quand j'ai abordé le Hobbit, j'ai été beaucoup plus exigeant et plus intransigeant en fait sur les défauts que pouvaient comporter les films en fait. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est ça, hein, parce que c'est pas l'univers qui me plaît pas. Voilà, moi tu m'emmènes, moi tu me mets 3 elfes, un Hobbit à Rivendell et puis je suis content, quoi. Donc c'est pas le souci. C'est vraiment plus les films dans leur forme en fait et dans le fond aussi. Donc voilà, on en reparlera. Mais moi je pense que c'est ça, le fait d'avoir grandi, je pense que c'est ce qui a joué aussi sur le fait que j'apprécie peut-être moins cette nouvelle trilogie. Et ça aurait peut-être été différent si à l'inverse j'avais vu le Hobbit, si le Hobbit était sorti quand j'avais 10 ans. Avec le Seigneur des Anneaux. Ouais, si le Seigneur des Anneaux avait reçu le même... Enfin, bon, on peut pas comparer parce que le Hobbit, c'est un seul bouquin. Alors que le Seigneur des Anneaux, c'est 3 gros bouquins de 500 pages. Là, c'est 300 pages. Et puis le truc qui est dingue dans le Seigneur des Anneaux, c'est que non seulement t'as les versions ciné, et des versions longues. Et le truc, c'est que les versions longues, enfin, je veux dire, quand t'as vu une version longue, tu peux plus voir une version ciné. Non, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup plus de détails et puis c'est encore plus cohérent. On arrive à trouver plus de détails qu'il y a dans le bouquin, dans les versions longues que dans les versions cinéma, et ça c'est normal. Mais alors que là, pour le Hobbit, il a déjà dû rajouter pour les versions cinéma, mais en plus, pour les versions longues, il a dû encore plus rajouter. Donc... voilà, le truc, c'est que dans la version longue, bon, c'est un petit aparté, mais autant dans la version longue du premier Hobbit. Moi je la trouve assez bonne. Enfin bon, il y a 9 minutes en plus, c'est pas. Oui, c'est pas énorme. Moi, je m'emmerde un peu, quoi, parce que bon, c'est pour ajouter une chanson et puis un truc comme ça. Après, mais par contre, je trouve que celle de Smaug est plus intéressante en fait. Et je l'ai pas encore vue, donc je pourrais pas te.
Ouais, parce que et je pense que celle de la bataille des 5 armées enfin j'espère en tout cas, Oui. sera du même acabit que celle de la désolation de Smaug, parce qu'il y en a, non seulement il y en a besoin, mais ça peut être vachement intéressant aussi. Enfin, ce qui est développé dans la version longue de Smaug, et je comprends pas qu'il l'ait pas mis en fait dans la version ciné, au profit d'autres trucs qui auraient plus fait peut-être un peu bonus en fait s'il a mis dans la version longue. Ouais. Donc je pense que c'est aussi pour que les gens l'achètent. Oui, bien sûr, mais bon, après, c'est toujours la même chose. Pognon. Du coup, si t'as rien à rajouter, non, mais c'est bon. On va passer à la critique du premier film. Far over the misty mountains rise, leave us standing upon the height. What was before, we see once more. Is our kingdom a distant light? Donc, comme on l'a dit, enfin, je vais vous rappeler quelques infos. Réalisation par Peter Jackson. Co-réalisé avec Andy Serkis quand même, parce que il a beaucoup réalisé de scènes. Ça, on n'en parle pas souvent, mais. Ah oui, j'étais même pas au courant, moi. Ouais, il a réalisé énormément de scènes à côté en fait pour gagner du temps par rapport à la. Parce qu'il voulait pas passer encore autant de temps que pour le Seigneur des Anneaux, donc il a fait appel à une deuxième équipe avec Andy Serkis en réalisateur, donc voilà. Comme les Wachowski sur Cloud Atlas. Oui, voilà. Ensuite le scénario Peter Jackson, Guillermo del Toro, Fran Walsh et Philippa Boyens, donc 4 scénaristes. Voilà. Ouais, ça n'annonce pas que du bon, souvent. C'est assez surprenant, ouais. Et c'est assez surprenant quand t'as vu le film en plus. Ouais. Et la musique d'Howard Shore. Il est sorti en France le 12 décembre 2012 et aux États-Unis le 14 décembre 2012. Je vais vous rappeler les principaux acteurs. Je les rappellerai pas pour tous les films, je rappellerai juste peut-être pour les nouveaux personnages qui arriveront dans les futurs films. Donc Martin Freeman qui a le rôle de Bilbon Sake, Ian McKellen qui est toujours dans le rôle de Gandalf, Richard Armitage qui est dans le rôle de Thorin, comme vous voulez. Ensuite il y a tous les nains, mais je vais pas tous les dire parce que c'est les plus importants. Il y a Ken Stott, Graham McTavish en Dwalin. Il y a aussi je suis en train de regarder, mais bon après je connais pas tous ces acteurs non plus, donc il y a Peter Hambleton, limite le père de Gimli, Glowin, qui est Peter Hambleton, comme je l'ai dit. Voilà. Il y a Sylvester McCoy qui joue Radagast, un nouveau personnage dont on va vous parler, Kate Blanchett qui reprend son rôle de Galadriel, Hugo Weaving qui paraît encore plus jeune que dans Seigneur des Anneaux, qui reprend son rôle d'Elrond, Andy Serkis dans le rôle de Gollum, Christopher Lee dans le rôle de Saruman, Lee Pace dans le rôle de Thranduil, et Ian Holm dans le rôle de Bilbon Sake âgé. Ouais. On retrouve aussi Elijah Wood pour Frodon Sake, une petite apparition. Benedict Cumberbatch qui a la voix de Smaug et la voix du nécromancien. Ouais, voilà. Et puis je pense que j'ai à peu près tout dit. Manu Bennett dans le rôle d'Azog, le nouveau personnage. Et voilà. Donc j'ai à peu près tout dit sur. Bon, je vais pas vous les rappeler pour chaque film comme je l'ai dit avant. Donc on va commencer par ta critique, Eddie, et puis je viendrai après. Alors Un voyage inattendu, c'est pas, enfin pour moi c'est pas un mauvais film, loin de là, c'est même un bon film. C'est juste un film qui est un peu bancal en fait, je trouve. Pour moi il y a des problèmes en termes d'ambiance, c'est que on a vraiment l'impression que Peter Jackson a toujours le cul entre deux chaises avec ce film-là. Il essaie d'être au niveau de l'adaptation de rester
De rester cohérent avec l'ambiance du roman apparemment, donc le côté plus enfantin, mais en même temps il a envie de satisfaire les fans du Seigneur des Anneaux, donc il essaie aussi d'aller vers l'épique. Sauf que ça fonctionne pas, je trouve. Soit il est trop, soit c'est trop enfantin, soit c'est trop épique. En fait, il y a pas de juste milieu, et c'est un peu ce qui pénalise le film. Donc ça, pour moi, c'est pour moi ce qui gâche vraiment ce premier film. C'est surtout les points que je vais pouvoir énoncer, c'est vraiment ça qui me gêne le plus. Au niveau des mauvais points, par contre, il y a aussi le fait les CGI que je trouve pas. Voilà, l'orc blanc Azog, pour moi c'est pas du tout. Enfin, j'y crois pas en fait. Je le trouve faux, alors que ceux de la trilogie de l'anneau, les maquillages faisaient vraiment leur effet et font toujours leur effet aujourd'hui. Donc c'est pas kitsch de faire du maquillage. Et voilà. Et ici, il est en CGI et puis ça se voit quoi. Les cicatrices sont mal insérées sur sa peau. Enfin, c'est pas très joli. Après, par contre, les chansons, ça fait partie du roman, apparemment. Il y en a même d'autres, mais qui ont été oubliées. Bon, alors à la limite, la chanson des nains, pas de souci. Par contre, après la chanson des gobelins et compagnie qu'on retrouve dans la version longue, on s'en fout un peu quoi. C'est pas, le truc c'est que le film est assez bancal en termes d'ambiance, donc du coup on se demande un peu ce que ça vient faire là. Surtout que la chanson des gobelins, elle apparaît dans le pan du film qui est le plus épique, donc ce qui fait que ça fait une espèce de cassure comme ça enfantine, et je trouve que c'est pas du tout le lieu, surtout que Gandalf après décapite le roi des gobelins, donc tu vois c'est des petits détails comme ça, mais je trouve que c'est pas raccord. Au niveau des interprétations... Attends, je veux juste te couper. On a oublié de dire, on va spoiler à mort. Hein, donc... oui. Je le dirais à l'écrit, mais je préfère le dire maintenant qu'on... On part du principe que vous les avez vus, quoi. Voilà, c'est ça. Donc les trois, on spoil. Voilà. Vas-y, je continue, je t'en prie. Donc je disais, au niveau des interprétations, c'est bien. Martin Freeman reprend vraiment bien Bilbon. Il arrive vraiment à lui insuffler ce qu'on peut s'imaginer du personnage en fait dans sa jeunesse. Et il est bien raccord avec Ian Holm, donc ça c'est bien. Richard Armitage a beaucoup de charisme aussi, je trouve. En taurin. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas cru que c'était un nain. Je pensais que c'était un humain avant que je vois la bande-annonce. Le truc, c'est heureusement qu'il y a Gandalf qui est beaucoup plus grand que les autres, parce que c'est vrai que t'arrives moins à faire la différence entre un hobbit et un nain. Donc justement, Gandalf, tout le temps, Ian McKellen tout le temps très bien en Gandalf. C'est vraiment, Gandalf, c'est lui quoi. C'est vraiment ça. Et puis après c'est toujours plaisant de revoir Elrond, Galadriel, Saruman, Andy Serkins en Gollum qu'il y en a qui n'ont pas trouvé joli. Moi c'est pas ce qui m'a choqué. Je pense que c'est la créature la mieux modélisée du film. Quand tu compares par rapport même le premier film, ça m'étonne toujours autant. Mais là il est vraiment parfait. Je trouve qu'il est super bien modélisé. Moi ça m'a pas choqué, comme dans les deux tours quoi. Qu'on le voit en plein jour et tout, pour moi c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, en termes d'histoire, je trouve ça intéressant qui commence à mettre en place une histoire linéaire en fait, avec le retour de Sauron. Tout ce qui touche au nécromancien, tout ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Hormis la quête des nains, parce que la quête des nains, tu sais que de toute façon ça va pas se résoudre tout de suite. Et donc le nécromancien, t'as déjà des détails et tout, donc ça c'est intéressant. Radagast le Brun, qui est un excellent personnage, pareil, qui du coup les scènes qui le concernent font vraiment contraste avec le côté épique que va avoir le film. Même si évidemment moi je suis vraiment fan de ces lapins, mais voilà, en fait je trouve qu'ils sont un peu mal faits. En même temps ils vont très très vite. Donc du coup c'est pas lisible en fait. Mais le côté fun avec les lapins qui tirent le traîneau. Non, ça c'est sympa. C'est marrant, mais après voilà, ce que je veux dire en fait c'est que soit il faisait un film beaucoup plus enfantin mais que comme ça, soit un film ou alors il gardait son ambiance épique.
Mais les deux, je trouve qu'il n'arrive pas à gérer les deux, Peter Jackson. Donc voilà, et puis moi c'est le dernier truc qui me gêne. Après je vais être gentil avec le film. Le dernier truc qui me gêne, c'est que du coup vu que non seulement il faut qu'il fasse 3 films parce que on lui a un petit peu imposé quand même, faut dire ce qu'il est, alors qu'il n'était pas parti pour en faire 3 à la base. Et le truc c'est que Peter Jackson ne sait pas faire des films courts, donc du coup le Hobbit il faut que ça fasse au moins 2h30. Et donc on a droit à des scènes de remplissage. Ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est la scène du col avec les géants de pierre qui se fracassent la tronche. Et c'est tu voyez, d'accord, bon, c'est une péripétie pour se retrouver dans la grotte des gobelins, mais bon, c'est vrai que ça prend pas trop sa place dans le récit, surtout que ça a été rajouté, hein, oui, voilà. Mais et bon, c'est plein de détails comme ça où tu sens que c'est là pour remplir, quoi. L'introduction, qui est vraiment vraiment très très longue. Tout le début avant de partir en voyage, c'est assez long. Tu vois, il y a la chanson de la vaisselle avec les nains, il y a les blagues, il y a les. Bon, tu te dis je comble parce qu'il faut que je fasse un film qui tienne sur 2h30 au moins. Donc du coup, voilà. Pour finir, je dirais que on peut être généreux, mais faut le faire dans une certaine mesure quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça devient vite indigeste, en fait. Voilà. Mais bon, sinon, c'est sympathique, quoi. Après, si on aime l'univers, forcément, ça nous parle un minimum. Donc voilà. Pas qu'un minimum. Toi, t'es vraiment fan hardcore. Voilà, moi, c'est ça. Moi, je suis vraiment fan des films. J'ai pas lu les livres, mais j'adore l'univers que j'ai vu dans les films. Et oui, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé retrouver l'univers de la Terre du Milieu dans le Hobbit. Tous les décors avec le Erebor, tout ça, c'est vachement bien. En termes de couleurs, le film est très joli par contre. Il y en a de Paris, ça choque parce que c'est l'impression qu'il y a 3 couleurs. Il y a le bleu, le rouge et le vert. Ouais. Faut arrêter. Non, il y a une palette de couleurs, mais je veux dire, c'est bien dosé quand ils sont à Rivendell, à Fontcombe. Je veux dire, au niveau des couleurs, de la lumière et tout, c'est super joli quand même. Donc voilà, c'est ce que j'en pense. Ok, bon, c'est à moi. Donc, déjà, je vais dire tout de suite, j'adore ce film. Je trouve vraiment très très bon, même si objectivement il y a des problèmes. Ça, je l'avoue moi-même, hein, il y a vraiment quelques problèmes au niveau de rythme et au niveau des effets spéciaux surtout. En fait, les effets spéciaux, c'est ce qui me dérange le plus, mais bon, ça j'en parlerai un peu plus après. Donc au niveau de la réalisation, je suis un fanboy de Peter Jackson en plus d'être un fanboy de Tolkien, donc ça n'arrangerait à mon cas. Le combo. Voilà. Donc j'adore vraiment ce qu'il fait avec la caméra. Elle virevolte dans tous les sens pendant tout le film. Ça nous emmène dans un voyage passionnant en Terre du Milieu. C'est vraiment... je trouve qu'il n'y a que lui qui fait... qui arrive à donner ce souffle si épique à ses films. Dernièrement, je parle pas dans toute l'histoire du cinéma bien sûr, mais dernièrement j'ai jamais retrouvé ça dans un film récent en fait. Ce souffle vraiment épique, cette caméra qui vole dans tous les sens pendant les actions, mais qui reste très lisible, et ça c'est vraiment très très rare en ce moment, et ça fait vraiment plaisir à voir. Donc et en plus il nous perd jamais en chemin en fait. Je trouve qu'il y a une certaine cohérence, même si c'est vrai qu'il y a certaines scènes de remplissage, ça je vais l'avouer, mais ça me dérange pas tellement que ça en fait, puisque j'adore même si c'est pour quelques minutes en plus, moi je suis toujours à fond dedans. Et même si c'est pour la version longue, moi je trouve vraiment très très bonne la version longue, qui a rajouté, c'est vrai, la chanson, mais elle était dans le bouquin, donc moi j'étais content de la retrouver. Voilà. Après, moi je fais partie de ces personnes qui pensent que en termes d'adaptation, tout ce qui fait un livre ne fait pas forcément un bon film, donc c'est pas toujours utile en fait. Tu vois, c'est pour ça que par exemple la plupart des gens ont pas aimé le film Da Vinci Code, parce que ça adapte vraiment
que le livre, sans rien en fait. Et c'est vraiment que Ouais. l'adaptation, et tu vois, c'est pour ça que je pense que moi c'est ce qui me gêne en fait. Tu peux adapter, tu peux t'approprier une œuvre, mais c'est vrai qu'il faut quand même que tu y mettes ta patte. Alors Peter Jackson, il y a la mise en scène, c'est vrai, mais après c'est vrai qu'en termes d'écriture, ben c'est plus faible quoi. Oui. Je vais pas te contredire, hein, c'est vrai. C'est vrai, il y a pas de souci, mais c'est juste que, enfin, depuis le moment où j'ai vu ce film, j'étais vraiment dans le cinéma, j'étais à fond dedans, quoi. J'avais la chair de poule à chaque fois que je voyais un paysage de nouveau. Mais à chaque fois qu'il nous met cette caméra avec des paysages de la Nouvelle-Zélande, déjà ça me donne envie d'y aller, premièrement, d'aller habiter là-bas. Ça c'est sûr. Ouais. Et ensuite, ça me donne à chaque fois la chair de poule, vraiment, et quasiment les larmes aux yeux, surtout à la fin en fait, avec les aigles qui viennent les sauver, et ces gestes héroïques de Bilbon, Bilbo comme vous voulez. Enfin, j'adore vraiment cette fin. Je la trouve mieux maîtrisée que dans toutes les autres, dans les deux autres films en fait. Cette fin, je trouve qu'elle casse pas le rythme et elle finit à un moment de l'histoire. Comme dans le Seigneur des Anneaux en fait, les films sont chacun des, enfin dans le Seigneur des Anneaux, les films sont chacun à chaque fois ça se finit. Ils sont bien découpés. Ouais. Voilà, c'est super bien découpé. Et quand ça se finit, il y a un truc qui se finit. C'est pas rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau film. Venez payer le ticket de cinéma. Ah par contre, oui, le plan final, moi, enfin, la fin du premier film était très bien. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La fin du premier film était très bien. Elle prenait son temps et a donné vraiment envie de découvrir la suite quand même. Donc c'est la preuve que ça fonctionne. Mais voilà, moi j'arrive pas, je peux pas m'empêcher d'être plus, enfin, pour moi il y a des trucs qui me gênent quoi. Mais après voilà, voilà, je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que ça m'empêche pas d'apprécier le film pour autant quoi. Ouais. Du coup, il y a aussi les acteurs. Moi, déjà retrouver tous les persos du Seigneur des Anneaux, ça me fait vraiment plaisir, même si ils n'étaient pas dans le bouquin, c'est vrai. Elrond n'était pas dans le bouquin. Saruman non plus, Galadriel non plus, mais ça fait quand même plaisir de les revoir. C'est une adaptation au cinéma, donc comme tu as dit, ça ne doit pas être 100% pas fidèle au bouquin, et puis même c'est pas ce qu'ils voulaient faire à la base. Avec 3 films, ils pouvaient pas être fidèles au bouquin à 100%, ça c'est sûr. Ils devaient rajouter des choses, puisque sinon il aurait pas tenu 3 films à mon avis. Voilà, donc Bilbo, ou Bilbo, je vais dire Bilbo parce que c'est comme ça que je l'ai lu, donc je préfère Bilbo. J'ai trouvé que Martin Freeman, c'est l'incarnation parfaite de Bilbo. Il n'y a pas de meilleur acteur. Je l'avais vu le première fois en français, même là il m'avait époustouflé, mais alors quand je l'ai vu en anglais ça m'avait encore plus... moi je les ai tous vus en français et les doublages sont très bien. Non, les doublages sont vraiment bons, il n'y a pas de souci sur... La VF de Ian McKellen en Gandalf, elle est vraiment extra. Ouais. Mais bon, j'ai toujours mon petit... parce que l'accent anglais, je sais pas, ça me... Il y a l'accent anglais de Martin Freeman, l'accent anglais de Ian McKellen, c'est toujours quelque chose en plus. Et puis en plus, les accents qui se mélangent dans ce film, c'est vraiment super. L'accent néo-zélandais, l'accent anglais et l'accent américain qui se mélangent. Enfin, bien sûr, les acteurs sont de différents horizons, donc c'est pour ça. Mais je trouve que ça va bien parce que ça donne un charme au personnage en fait. Par rapport, en français, ils parlent tous avec un accent, accent de base quoi. Donc voilà, il n'y a pas vraiment cette chose-là dans la version française, même si elle est très bonne. Les nains aussi sont très très bons. Ils ont chacun leurs forces, leurs faiblesses, et ça, je trouve que c'est bien géré comme dans le bouquin. Et comparaison par rapport au bouquin, les rajouts, Azog, j'étais pas convaincu, et je le suis encore moins avec le 3ème, mais ça j'en parlerai un peu plus. Il était pas dans le bouquin ? Non, Azog n'était pas dans le bouquin. Donc j'étais pas super convaincu. Et il a ses scènes. Et pour moi, il est mal fait, c'est sûr, mais c'est un personnage important parce que ça reste, c'est lui qui demeure la menace constante en fait, qui remplace un peu Saruman en fait dans la trilogie de l'anneau. Oui, c'est vrai, c'est son rôle, de toute façon. C'est que parce que il y a le dragon, c'est sûr, mais mon dragon il est dans sa grotte. Alors tout pendant qu'on n'ira pas le faire chier, voilà. Il est là pour importer des enjeux aussi. Et oui, c'est sûr parce que après c'est sûr que s'il avait fait le film
en deux morceaux, ça aurait peut-être un peu... Enfin, il aurait peut-être pas eu à rajouter ce personnage, qui est bon en lui-même, mais je sais pas, je suis toujours pas convaincu par ce personnage, même après revisionnage des 3 à la suite. C'était vraiment... Enfin, bon, voilà. Ensuite, il y a Radagast, que j'aime bien, qui est vraiment un bon personnage. Il a été rajouté aussi par rapport au Hobbit, mais il est basé sur les écrits de Tolkien. Azog aussi, je pense. Azog, je pense aussi, je suis pas sûr, j'ai pas tout lu sur Tolkien, hein, désolé les fans hardcore, encore plus hardcore que moi, mais... c'est le Radagast, c'est l'un des 4 Istari, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc il y a aussi les 2 mages bleus, dont on ne parle jamais, et puis il y a Gandalf, Saruman et Radagast. Les 5, oui, il y en a 5, oui. Ouais, 5, pardon. Du coup, et puis l'adaptation, je la trouve assez fidèle avec ses rajouts, des fois pas super importants, et des fois très bons aussi. Moi j'ai bien aimé la bataille de géants, j'ai trouvé ça super sympa, même si c'est vrai que ça rajoute pas vraiment, enfin si, ça rajoute un peu dans le jeu, mais c'est pas super sympa, important. Mais après moi tu vois, c'est dans le détail, ce qui me gêne, c'est que tu vois, ils te font jouer sur le suspense. Par exemple, ils mettent Bilbo en danger là-dedans aussi. Ouais. Tu vois, ils limitent à nous faire croire qu'il va peut-être tomber de la falaise et tout, mais ça c'est des trucs. Tu vois, c'est des trucs de narration qui m'énervent parce que, non, mais on sait de toute façon, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Tu vois, on sait que Gandalf ne mourra pas, que Bilbo ne mourra pas. Donc, tu vois, c'est vraiment ces détails-là qui m'énervent dans le film parce que, oui, tu fais une préquelle. Donc, les personnages qui sont là dans la suite, c'est pas la peine de faire du suspense là-dessus, quoi. C'est quoi à dire, mais c'est une perte de temps. Ouais, on crée des enjeux qui sont pas nécessaires en fait. Voilà, c'est ça. Donc oui, mais enfin, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'était peut-être pas, enfin, c'est sûr que c'est pas nécessaire, mais la scène en elle-même est sympa, quoi. C'est pas, c'est pas fou, quoi, non plus, mais c'est sympa. Enfin, moi, je l'aurais coupé. Hein. C'est après, c'est un avis personnel, mais moi. Donc ensuite, je vais parler un peu de la musique. Howard Shore, c'est toujours, il est toujours parfait. Il sait se renouveler tout en reprenant intelligemment les thèmes connus du Seigneur des Anneaux. Ça, je suis d'accord. Et ça, on trouve pas souvent ça au cinéma en ce moment. Donc ça, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Oui, c'est vraiment, il a vraiment fait des thèmes très très bons. Hein. Et puis, j'ai vraiment, comme je l'ai dit avant, c'est les paysages qui jouent aussi, mais la musique joue énormément sur le fait que j'ai la chair de poule et que j'ai même pleuré à la fin sur The Misty Mountain. C'est pas lui qui l'a orchestré, mais la musique à la fin, Misty Mountain Cold, mais je la trouve vraiment très bien. Et voilà, j'adore vraiment ce film, mais même si objectivement il y a des problèmes, mais ça je m'en fiche un peu parce que je pleure à chaque fois à la fin, même en sachant ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle le fanboyisme à mon avis. Donc voilà, j'ai fini ma critique qui était trop longue, qui était mal découpée, je sais, je suis désolé, mais c'est quand je parle quelque chose qui me plaît, j'ai vraiment pas les mots qui sortent directement, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, si tu as quelque chose à rajouter sur le film, ou si on peut passer au deuxième. Non. D'accord, donc on va passer au deuxième film. Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. Le Hobbit, la désolation de Smaug, toujours réalisé par Peter Jackson, toujours les mêmes scénaristes, toujours la date de sortie par contre c'est le 11 décembre 2013 en France et le 13 décembre 2013 aux États-Unis. Les personnages en plus, il y a juste 2 personnages en plus, je pense, qui sont vraiment importants. Orlando Bloom, qui reprend son rôle de Legolas, et Evangeline Lilly, qui reprend son rôle de Toriel. Enfin non, qui reprend pas son rôle, qui prend son rôle de Toriel. Et il y a le fils de Azog, Bolg. Bolg,
qui est interprété qui par... devient la nouvelle menace un peu. Ouais, bon, un petit peu. Un petit peu. Ouais, mais finalement, c'est lui qui va les pourchasser. Donc, ouais. Non, ça c'est bien fait. Donc, vas-y, je te laisse. Alors, bizarrement, c'est celui que je préfère sur les trois, mais c'est celui que j'ai le moins de choses à dire. Je sais pas pourquoi. Alors déjà pour moi le plus avec ce film là c'est qu'il s'inscrit vraiment dans un registre. C'est-à-dire qu'on laisse de côté le truc enfantin que Peter Jackson n'arrive pas à faire et on va plus dans l'épique. Ouais. Alors t'as des petits passages genre avec les tonneaux, les trucs comme ça où c'est un peu enfantin, c'est un peu léger, mais c'est vraiment c'est utilisé avec parcimonie, donc du coup tu l'as pas. Le ton du film est quand même plus épique. Donc déjà pour moi c'est ce que je voulais. J'espérais que ça prendrait cette tournure là. Les CGI sont plus réalistes. Oui. Je sais pas comment il s'est débrouillé, mais Azog, pour moi, Azog est déjà plus intéressant visuellement, plus crédible. Mais je pense que là, je pense qu'il y a un peu de maquillage quand même. Dans celui-ci, pour certains trucs. Parce que je sais pas, c'est vraiment, c'est très, par moments c'est quand même assez crédible et je sais pas. Après je suis pas un expert en. Non mais comme j'ai pas regardé le making of, je pourrais pas te dire donc. Moi non plus, j'ai pas encore vu, j'ai pas fini les appendices du Seigneur des Anneaux, donc du coup, il va falloir que je le fasse. Et puis après moi, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'on sent vraiment que c'est un film de transition et tout le film est basé comme ça en fait. Il reprend vraiment là où s'était arrêté le premier et puis il s'arrête là où reprend le troisième, mais je trouve que le film est bien géré là-dessus. C'est qu'au niveau du rythme on est quand même dans quelque chose de plus nerveux, mais en même temps où les scènes de remplissage sont pas légion non plus. Donc ça c'est bien. Et puis après on retrouve vraiment comme dans le Seigneur des Anneaux des scènes vraiment emblématiques, genre la charge du Rohan sur les armées de Sauron à Minas Tirith. Là tu t'as des scènes comme ça qui marquent. Alors il avait déjà fait ça dans le premier Hobbit. T'avais la rencontre entre Bilbo et Gollum était bien marquante. Mais j'ai oublié de le dire. Et ça, c'est la meilleure scène du film en plus, parce que c'est la meilleure scène dans le bouquin, c'est la meilleure scène dans le film, donc. Voilà. Mais celle-là est très bien dans le premier, dans Un voyage inattendu. Et là, la confrontation, dans la rencontre avec Smaug est très bien aussi, je trouve. Alors il y en a qui la trouvent longue. Moi, je trouve ça bien. Surtout que quand t'as regardé la série Sherlock, forcément tu fais le petit parallèle et c'est assez sympa. Et puis Benedict Cumberbatch, il a peut-être pas apprécié son expérience en tant que Smaug, mais moi je trouve qu'il l'a réussi bien. Ouais, il a dit qu'il avait pas aimé le pyjama avec les capteurs et tout ça. Ce que je peux comprendre, parce qu'on doit pas être hyper à l'aise. Ouais, c'est sûr que ça doit pas être trop pratique pour jouer. Et d'ailleurs, en parlant de Smaug, allez voir sur internet l'interview de Smaug à un show américain. Steven Colberg, qui est un très bon show d'ailleurs, si vous parlez anglais, qui a fait une interview de Smaug qui était vraiment super. Et elle est vraiment excellente, c'est très bien foutu. Ouais. Et donc voilà, cette rencontre entre Smaug et Bilbo, moi je la trouve vachement intéressante et très plaisante aussi au niveau des dialogues, c'est assez savoureux. Ouais. Et sinon après voilà quoi, s'il y a des bons moments d'action, en fait je retrouve ce que j'espérais voir là-dedans. C'est vraiment le côté grosse aventure, mais avec plus d'enjeux aussi, parce que on sent déjà la gravité qui se profile à l'horizon, donc avec tout le truc sur le nécromancien, et aussi avec le fait que même les elfes là représentent un peu une menace. Donc il y a plein de c'est plein de je sais pas, j'ai mieux senti ce film là, je l'ai plus ressenti, ça m'a plus plu, j'ai retrouvé les sensations que j'avais qui m'avaient tellement plu sur le Seigneur des Anneaux en fait. Donc voilà, je trouve que Peter Jackson était plus dans la veine de Peter Jackson ici, donc voilà, pour moi c'est un film beaucoup plus convaincant, visuellement très très beau. En termes de lumière, c'est très intéressant. La ville sur le lac, au niveau des décors, c'est extra. Chez les elfes aussi, le royaume de la forêt, là, c'est vraiment très bien. Il y a des bonnes idées aussi avec le fait que quand Bilbo met l'anneau
eh ben, il peut entendre ce que disent les araignées dans la forêt maudite là. L'ours au début là, le Beorn, c'est un petit peu cheap à des moments, mais bon, le personnage est sympa aussi. Sinon, bah après Smaug quoi. Moi je crois que j'ai jamais vu d'aussi beau dragon au cinéma. Je pense que là on est au top du top du top du top au niveau de l'animation d'un reptile comme ça. Et c'est vraiment vraiment très très bien. Et puis Smaug est un excellent personnage. Faut dire ce qui est aussi, c'est très bien. Il y a que peut-être la scène dans la mine avec l'or, la statue en or que j'ai trouvé. Au début, quand j'ai vu la scène au cinéma, je me suis dit, attends, la statue va se mettre à marcher ou comment ça se passe? Non, moi j'avais pas compris la première fois que je l'ai vu. Ça a vraiment l'impression que ça donne. Et tu te dis, putain, ils vont se faire un combat à la Pacific Rim ou un truc comme ça. Trop fort, alors là, mais ça aurait tout cassé. Hein. Ça a vraiment été la pire idée qu'ils auraient pu avoir. Et donc heureusement non. Et voilà, mais c'est plein de détails si comme ça. Si Guillermo del Toro l'avait fait, il l'aurait. Peut-être. Nain géant versus méga dragon. Non, mais je suis plus convaincu par ce second film. Curieusement, c'est les 2 tours aussi que je préfère dans la trilogie de Et donc voilà. Celui-ci... Au milieu, c'est toujours entre les deux, c'est toujours les meilleurs films, j'ai l'impression. Pour Star Wars, c'est ça. Pour oui, c'est ça. L'Empire contre-attaque, c'est le meilleur. Bon, pas pour la prélogie, par contre. C'est celui que je déteste le moins dans la prélogie. Le 2 ? Ouais. C'est celui que je déteste le plus. Et donc voilà. Alors peut-être que ici, le côté enfantin et l'épique, il les a peut-être mieux gérés, je sais pas, mais moi en tout cas ça me plaît plus. Pendant un temps je me disais que c'est qu'il a vraiment mis de côté le truc, l'ambiance enfantine, puis en fait il y a des détails qui font que non, elle est toujours là, mais je pense qu'il l'a mieux géré et c'est mieux orchestré quoi. Donc pour moi c'est infiniment plus convaincant ce second film. D'accord. J'avais juste oublié de dire Luke Evans en barde. Un acteur. J'avais juste oublié ça. Qui est très bien aussi. Très très bien. Donc si t'as rien à rajouter. Non, c'est bon. Ok. Donc au niveau de la réalisation, je la trouve encore plus maîtrisée que dans le premier. Surtout les scènes de combat et la scène des barils, qui est pour moi une des meilleures scènes du film. Alors juste dernière remarque, mais c'est vraiment un plus à Peter Jackson, contrairement à un Michael Bay ou d'autres personnes qui font des gros trucs comme ça. C'est que chez Jackson c'est tout le temps lisible, je trouve. Tu vois ce qui se passe. Mais ça c'est bien, ça fait plaisir parce que c'est vraiment un talent qu'il a par rapport à Bay, je trouve, et par rapport à d'autres. Oui, moi je dis Michael Bay parce que c'est Transformers, moi je les vois mal se transformer, enfin c'est pas lisible, c'est moche. Mais ouais, ça c'est vraiment bien parce que t'as tellement de films comme ça où tu vois pas ce qui se passe et que ça te donne mal au crâne parce que ça va trop vite, que t'apprécies pas en fait, alors que là les combats, tu sens que ça a été chorégraphié, qu'évidemment que c'est retouché par ordinateur aussi, mais je sais pas, c'est plus appréciable quoi. Là dans la générosité, là c'est du bon Jackson en fait. Du coup j'ai vraiment rien à dire vraiment sur la réalisation. Il bouge sa caméra comme personne pour insuffler ce petit souffle épique là qui me donne envie à chaque fois, qui me donne à chaque fois la chair de poule et les larmes aux yeux. Ce que j'ai lu devient réel devant mes yeux, comme je l'ai dit avant. On parlait la dernière fois de Kubrick, on disait que c'était pas notre réal préféré. Moi je pense que Peter Jackson c'est mon réal préféré parce que je pense qu'il a vraiment une technique au niveau de la caméra qui me plaît vraiment, qui me parle au niveau inconscient. je sais pas, ou alors c'est peut-être parce que je suis un fanboy de Tolkien, de l'univers, mais même King Kong, j'apprécie vraiment énormément ce film, et ses autres films. Donc j'ai plus de réserve sur King Kong quand même. Donc voilà. Il fait partie de ces réalisateurs avec James Cameron et compagnie qui cherchent en fait. Qui poussent les techniques, qui cherchent à s'améliorer aussi, qui restent pas dans leurs petits, dans leurs acquis. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment eux qui
qui repoussent les limites du ciné, quoi, qui font avancer en fait tout ça, quoi. Enfin, je le comparais à un Quaron en fait. un peu, aussi. Ouais. Qui vraiment, à chaque fois, chaque nouveau film, il repousse encore plus la technologie, la façon de bouger une caméra, de ses plans, les plans séquences. Ouais, les plans séquences qui sont vraiment magnifiques encore. Bon, je parlais de la scène des barils qui n'est pas un plan séquence. Dommage, ça aurait été super sympa. Ouais, mais, ça aurait été chaud à faire. Je pense que aussi, ouais. Et surtout, il y a aussi dans la scène des barils, on voit, on a l'impression que ça vient d'une GoPro. Ces images là dans les barils, je trouve ça. Enfin, au début j'ai trouvé ça un peu kitsch, mais après l'avoir revu, je pense que ça donne vraiment un style à cette scène en fait. C'est même bon après. Ça appuie le côté immersion en fait. Ouais. Donc. Après il y a des trucs bien fun, genre tu vois Bombur. Bombur qui saute d'un machin, qui se transforme en petit soldat là, dans sa barrique avec son épée et tout, hop, qui tue tous les orques et puis qui replonge dans l'eau. Ça c'est excellent. Ça c'est vraiment super. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait oui c'est vraiment ça. Il a mieux géré ses ambiances ici, parce que du coup ça c'est des détails qui font très enfantin mais qui passent bien dans l'épique. Donc les acteurs comme dans le premier, ils sont tous excellents. Les nouveaux persos ne trahissent pas la pensée de Tolkien, comme beaucoup le disent, comme beaucoup le pensent. Je vois souvent sur internet que beaucoup n'aiment pas les nouveaux persos. À part Azog, Azog, je m'en remets toujours pas. Ils aiment pas Evangeline Lilly, quoi, Toriel. En même temps, pour le rôle qu'elle a, je vois pas ce qu'a trahi comme pensée. C'est. Il y a aussi le retour de Legolas qui n'était pas dans le bouquin. Orlando Bloom qui a toujours la classe, il est en pleine forme, il a pas pris une ride. Après le truc, c'est que cette trilogie là, non, la volonté de Jackson sur cette trilogie, c'est adapter le Hobbit, mais c'est aussi faire le lien avec le Seigneur des Anneaux. Donc à partir de ce moment-là, moi je trouve ça intéressant que ces personnages-là reviennent. Parce que faut se rappeler que quand Tolkien a écrit le bouquin Bilbo le Hobbit, il ne pensait pas faire une suite au bouquin, donc ça paraît normal que. Alors que Peter Jackson, il n'est pas dans cette optique-là, lui. Donc ça change complètement les choses et du coup. Sa suite elle est déjà écrite. Toriel, je suis amoureux de l'Évangile Lily. À chaque fois que je la vois, j'adore son jeu, j'adore sa personnalité. Je la trouve vraiment dans l'esprit d'une elfe, plus dans l'esprit d'une elfe que. Maintenant elle me. Arwen. Ouais, voilà. Je la trouve vraiment comme Tolkien les avait décrits, les elfes. Je trouve qu'elle a ce jeu qui. Le truc, c'est que les elfes sont plus actifs ici que dans la trilogie de l'anneau aussi. Pour moi, aussi, Arwen, c'est une elfe, mais c'est une elfe de la haute société, quoi. C'est l'elfe. Et puis c'est les elfes sylvestres, là, c'est pas. C'est pas les mêmes, c'est pas ceux de. Oui. C'est ceux qui se cachent dans les bois, qui sont vicieux, qui sont fourbes. Et ça, c'est vraiment super sympa d'en voir. Puisqu'on a vu que les grands elfes, les magnifiques Elrond et tout ça, mais les hauts elfes de je sais plus où. De Foncombe. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, puis après ceux de la Laurienne, quoi. Donc du coup. Oui, aussi. Donc il y a aussi Bilbo qui a vraiment Martin Freeman qui se donne à 300% dans son rôle encore là, et il a plus je trouve qu'il a encore plus d'énergie que dans le premier, qui va à fond, mais c'est aussi peut-être l'écriture du personnage par rapport au premier, parce que il fait plus d'actions héroïques, même si à la fin du premier il a fait une de ses premières actions héroïques entre guillemets. Mais là c'est vraiment il y va à fond, et puis il arrête pas, il fait que les sauver en fait. S'il était pas là, il serait mort depuis longtemps. Donc, oui, complètement. Oui. Donc voilà,
Voilà. Puis ce qui est bien aussi, c'est que Martin Freeman arrive à saisir l'essence du personnage pour traduire le poids de l'anneau sur ses épaules, qui commence déjà à se faire sentir. On le ressent surtout dans la scène où il tue ce bébé araignée là, qui avait rien demandé. Il s'acharne dessus et puis il n'y a pas de dialogue, cette scène elle est magnifique parce que elle est très froide. Il n'y a pas de musique en plus. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de dialogue. Chez Jackson, t'as tout le temps la musique. T'as rarement une scène sans musique. Et puis là, juste dans le regard, en fait, on ressent déjà le pouvoir maléfique de l'anneau qui s'empare de Bilbon. Et ça va se ressentir encore plus dans le prochain. Mais voilà, là, ça commence vraiment à lui peser sur les épaules. Et enfin voilà. Ce que j'ai encore à dire sur le scénario, le film passe vraiment à toute blinde. Y en a qui disent qu'il y a des lenteurs, moi j'en ai pas trouvé. Moi au cinéma j'avais trouvé la partie à Bourg-du-Lac un petit peu longue. Ouais. À Laqueville, Laqueville, ouais. Et en fait, en le revoyant chez moi, non. Ouais. Donc j'ai toujours pas vu la version longue. J'attends de l'avoir en Blu-ray. Mais qui est très bien, qui apporte vraiment au niveau de l'histoire annexe avec le nécromancien. C'est vachement intéressant. Je suis très impatient de la voir. Le film colle parfaitement à l'ambiance en fait, à l'ambiance du bouquin. Il y a aussi les langues, on n'en a pas parlé encore, qui sont beaucoup plus utilisées que dans le Seigneur des Anneaux, les langues noires et elfiques. Qui sont à chaque fois qu'un elfe parle, s'il s'adresse pas à un humain ou à un hobbit ou un nain, il parle elfique le plus souvent, même si des fois il y a certains dialogues qui sont pas en elfique, on comprend pas trop pourquoi. Peut-être que les Américains aiment pas trop les sous-titres, mais ça c'est un autre problème. Du coup, il y a vraiment l'utilisation de la langue que Tolkien a inventée. Elle est vraiment bien utilisée et puis ça résonne toujours bien aux oreilles, quoi. C'est vraiment très mystique, très comme il le voulait Tolkien. C'est magnifique. C'est magnifique et puis la langue noire, c'est vraiment très comment dire ça c'est l'allemand mais en pire. Ouais, non mais c'est vrai. C'est vraiment moche. C'est ça quoi. Mais c'est voulu et du coup ça donne vraiment une vraie ambiance au film et ça. Ça m'a marqué quand Azog appelle son fils, t'as le gros bolg comme ça. Et c'est. Ouais, mais je sais pas. Mais ça passe bien quand même, je trouve. Elle est bien pensée cette langue. C'est Tolkien qui a inventé toutes les langues, donc en plus c'est vraiment plaisir. Bizarre, c'est que les nains n'ont pas leur propre langue apparemment. Non, à moins que je me trompe, hein, je suis pas un expert non plus. Enfin, j'ai pas lu toutes les annexes et tout ça, mais on les entend jamais parler. Je crois pas qu'ils aient leur langue. Parce que dans la communauté de l'anneau, quand ils veulent passer la porte, en fait, les inscriptions sont en elfique. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ils n'ont pas de langue à eux en fait. Oui. Donc voilà, ils ont l'anglais ou le français, comme vous voyez le film. Du coup, l'ambiance super sombre, voilà, je retrouve ce que je voulais dire. L'ambiance super sombre du film par rapport au premier, comme tu l'avais dit, on n'est plus vraiment dans la comté, on n'est plus joyeux. Là c'est vraiment... on retrouve même un Peter Jackson qui se permet quelques trucs, des têtes coupées bien graphiques. Par rapport au premier où les têtes coupées c'était gentil, on les voyait à peu près, mais... Enfin on les voyait un peu, mais c'était pas... On savait qu'elle était coupée, voilà, mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là, alors que là c'est vraiment... Il y a du sang, enfin bon c'est pas Sin City non plus, mais c'est... Non, c'est sûr. Enfin... C'est vraiment super sombre et je trouve qu'on retrouve du Peter Jackson de ce qu'il faisait dans les années 90 avec ses films Brain Dead, Bad Taste, etc. qui étaient vraiment super gore. Et là, on retrouve un peu de Peter Jackson des années 90. Ça fait ça fait plaisir aux fans que je suis. Ça reste encore très mesuré. Ça reste très gentil, mais c'est quand même plus dark que dans le premier. Ça c'est.
Donc voilà. Et c'est équivalent à ce qu'on pouvait voir dans Seigneur des Anneaux, quoi. Oui, c'est ça. La forêt noire aussi, qui est vraiment, enfin moi c'est un de mes passages préférés du film aussi. Tous les passages sont mes passages préférés en fait, mais j'adore cette ambiance psyché en fait, mais qui est retranscrit comme dans le bouquin, mais de manière tellement parfaite, parce que dans le bouquin il nous fait vraiment ressentir toutes ces étapes par lesquelles il passe quand il rentre dans cette forêt noire qui est vraiment terrible, qui est vraiment quand on rentre, si on perd son chemin on n'en sort plus. C'est bien ce qui enfin, sauf que Bilbon arrive à sortir de la forêt et voit où les montagnes, où est le mont solitaire, mais là vraiment je trouve que comme c'est filmé, comme c'est montré, j'ai vraiment adoré ce passage et je trouvais ça super sympa. La musique, Howard Shore, toujours régale mes oreilles. À chaque fois que j'entends un des thèmes du film, elle est parfaite la musique. La musique d'Ed Sheeran à la fin est vraiment sympa, même si je suis pas trop fan de l'artiste, mais c'est vraiment, enfin je trouve que ça colle bien à l'ambiance. De qui? De Ed Sheeran? Ed Sheeran, ouais. Oui, je savais même pas que c'était lui. Ouais, c'est lui qui chante cette chanson, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est vraiment sympa. Lonely Mountain, je sais plus quoi. Non, c'était pas ça, c'était le premier, mais Fire, je sais plus quoi. Voilà. Donc ouais, elle est vraiment sympa celle-là. J'ai trouvé que le deuxième film, pour finir, était encore mieux que le premier, qui était un excellent film. Et celui-là, franchement, je pense que c'est, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je suis pas objectif du tout là. C'est, il y a une certaine frénésie qui s'empare de moi à chaque fois que je le vois. Et j'adore ce film et je sais plus quoi dire. Donc, si t'as pas quelque chose à rajouter, on va passer au troisième film. Non, c'est bon. Ok. I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Donc, on passe au troisième film, celui qui est sorti il y a 2 semaines, donc le 10... 2 bonnes semaines. Voilà. Ouais. Donc le 10 décembre 2014 en France et le 17 décembre 2014 aux États-Unis. C'est toujours Peter Jackson et il n'y a pas de personnage en plus, si je me trompe. Il y a le cousin de Thorin. Ouais, Thorin. voilà, c'est ça. Et sinon, non. Ouais, vas-y, je t'en prie. Donc la bataille des 5 armées, moi je l'attendais beaucoup parce que la bande-annonce me donnait vraiment envie pour le coup. J'avais vraiment bien aimé La Désolation de Smaug, donc du coup j'étais assez enthousiaste à l'idée d'aller voir celui-là et malheureusement ça n'a pas été la douche froide, mais ça n'a pas non plus été la joie. Parce que le film est, je pensais pas dire ça un jour d'un Peter Jackson, mais c'est trop vite expédié en fait. Ouais. Et moi ça m'a vraiment posé problème parce que déjà le souci qui je pense est là depuis le début, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui quand même ont des rôles assez principaux. Je pense à Richard Armitage qui joue Thorin et après les 2 frères Kili et Philly. Et c'est vrai que quand il leur arrive des trucs, on peut le dire en spoil, de toute façon. Quand Kili, Philly, Thorin, ils meurent. Du coup, moi j'ai pas ressenti grand chose parce que le problème c'est que mais ça le problème c'est que ça a pas dû être évident pour Peter Jackson de créer l'émotion étant donné que il y avait trop de personnages à développer et évidemment on trouve ça dommage parce que c'est des personnages principaux, c'est vrai, mais ça m'a pas pris au cœur, ça m'a pas bouleversé. Enfin voilà, je veux dire, Aragorn serait mort dans Le Seigneur des Anneaux, ça m'aurait fait quelque chose. Ouais. Mais là, je sais pas, j'ai été déçu de rien ressentir en fait. Ouais. À la limite, si pour le coup, Evangeline Lilly, on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve que dans la scène où
elle est avec Philly et qu'il meurt, là d'accord c'est très réussi. Et c'est plus elle qui me fait de la peine que le personnage en fait. C'est sa réaction. Est-ce que c'est parce que c'est une femme? J'en sais rien. Après, je pense que j'en sais rien. Bah, moi, c'est un personnage que j'aime bien, Evangeline Lilly, parce que du coup, il l'a vraiment su enfin, Toriel, parce que dans le deuxième, il l'a bien développé, et je trouve que là, il la développe bien aussi. Mais justement, il la développe peut-être trop au profit des autres. Et donc, du coup, je pense que, enfin voilà, moi, je pense que c'est ça, parce que j'ai plus ressenti de choses par rapport à ce qu'elle endure. Vis-à-vis de la mort de Philly, de Killy, pardon. Mais donc voilà, j'étais un peu déçu que ça manque d'émotion comme ça. Peut-être, bon ça je pense pas que ce sera résolu dans la version longue. Je pense que ce qui pourrait être résolu dans la version longue, c'est le côté que tout soit très vite expédié, quoi. Que du coup on prend pas trop le temps de cette bataille qui est censée être épique, elle est pas si épique, on la voit que ça, quasiment on voit pas. Donc voilà. Ouais, comme tu disais hors podcast, je m'attendais un peu à un retour du roi, c'est pas le cas. Faut surtout pas s'attendre à la bataille du retour du roi, hein. Ça n'a rien à voir. Et pour un film qui s'appelle La bataille des 5 armées, c'est un peu con. Mais donc voilà, pareil, au niveau des 5 armées, moi j'ai pas trop compris qui étaient ces 5 armées. Il y a les hommes, les elfes, les nains, ça fait 3. Il y a les orques, ça fait 4. Et les 5e, c'est qui? C'est ça la grande question. Voilà, donc un peu paumé. Peut-être la nature, avec Radagast et tout ça, j'en sais rien. On s'y attendait pas, hein, donc après... Et puis ils sont pas contre, tu vois, alors que normalement tout le monde est contre tout le monde sauf les humains et les elfes. Là, la nature elle est contre contre les orques, c'est tout. Donc c'est ça. Donc bon voilà, ça pour moi il y a des soucis d'écriture, c'est trop vite expédié. C'est pas forcément un mauvais film pour autant parce que malgré tout ça reste divertissant. Mais moi voilà, je suis désolé, en tant que fan de l'univers Tolkien au cinéma, j'ai pas envie d'aller voir quand je vais voir un film du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, j'ai pas envie d'aller voir un film popcorn. J'ai envie d'aller voir un film où je vais ressentir des choses, j'ai envie de vivre une expérience en fait. Et autant j'ai réussi à le vivre sur tous les autres, même sur Un voyage inattendu et La désolation de Smaug que j'affectionne moins, surtout Un voyage inattendu parce que j'aime bien La désolation de Smaug. Là j'ai pas eu ce sentiment là, donc voilà, je suis un peu déçu. Même si visuellement le film est très intéressant, j'ai un peu de réserve quand même sur les gros trolls qui sont, que je trouve pas spécialement jolis. Ils sont pas bien faits. Voilà, le côté tout le temps un peu fun parce qu'on est dans le Hobbit, alors on fait un peu enfantin avec le nain qui arrive sur son sanglier. Bon, ça c'est des détails, mais bon. Après, il y a des moments d'héroïsme qui sont sympas, genre Thorin avec le reste des nains qui décide de détruire le mur qui bouchait l'entrée d'Erebor, j'allais dire de la Moria, n'importe quoi, pour se joindre à la bataille parce qu'ils comprennent que ça ne les concerne pas que eux, mais que ça concerne un peuple tout entier. Donc voilà, déjà moi, le problème il est là, c'est que en plus de ça, c'est que autant la bataille du retour du roi avait vraiment un enjeu, c'est que c'est les hommes qui se battent pour leur survie, contre l'extermination de leur propre race, alors qu'ici ils se battent pour un trésor, quoi. Donc déjà je trouve que ça c'est... Les orques se battent pas pour le trésor, ils se battent pour la position stratégique. Oui aussi c'est vrai, mais au final c'est un trésor quoi. En gros ils veulent la mine parce elle représente quelque chose pour eux. Et on n'a pas il n'y a pas la dimension universelle en fait. Il y a pas ce côté matérialiste en fait. Enfin, dans le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas ce côté matérialiste, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Et donc ça m'a gêné aussi. Maintenant, la bonne chose que je vais retenir du film, c'est quand même que le lien avec le Seigneur des Anneaux est très bien. La fin de cette histoire, c'est vrai que c'est vite expédié, mais la fin prend son temps quand même. Les derniers instants où là on sent qu'on va doucement vers le Seigneur des Anneaux, que c'est intéressant, on voit des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, genre les saquets de besace et tout ça. Ça c'est bien.
Maintenant, voilà, j'espère que la version longue saura combler un peu les lacunes qu'il peut y avoir au niveau de l'écriture. Mhm. En même temps, pour la défense de Peter Jackson, je pense que là, il est vraiment arrivé au bout de ce qu'il pouvait raconter. Ouais. Donc c'est pas évident non plus de faire 2h30 là, de Bah bataille. déjà, il est moins long que les précédents. Bah, il est moins long, hein, parce qu'ils disent 2h30, mais pour moi, il dure 2 heures. Ouais. Hein. Enfin, j'ai pas eu la sensation que ça fasse 2h30. Mhm. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que ça bouge tout le temps, mais je sais pas. Je suis plus. J'ai vraiment eu la sensation que ça allait très vite. Ouais. L'assaut de Smaug au début du film est pas mal. Je m'attendais à plus impressionnant que ça. Pour moi, c'est la meilleure partie du film. Ouais, Désolé, hein. Mais c'est parce que ça me rappelle le deuxième en fait. Mais oui, voilà, c'est ça. c'est parce que le deuxième est tellement important pour moi que c'était pour moi la meilleure partie du film, parce que après, bon, je vais vous dire plus après sur mes pensées sur le film, mais c'est vraiment la partie la mieux gérée du film, Ouais. parce que ça conclut vraiment quelque chose. Je pense qu'il aurait Oui. dû finir le deuxième sur Comme ça. Exactement. C'est ce que j'ai mis dans ma critique. Ouais. Donc, Pour moi, le deuxième devait se terminer avec la mort de Smaug. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, le troisième film ça aurait été un peu enfin, ça aurait été un peu le film de secours, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Ça aurait été vraiment le film pour faire le film, quoi, parce qu'il fallait en faire 3. Ouais. Parce que du coup, là, il a pas grand chose à raconter quand même ici. Hein. Donc voilà, moi je suis un peu déçu, c'est vrai. Il sera pas forcément dans mes déceptions de l'année, parce que j'ai envie d'avoir confiance en Peter Jackson et d'une version longue. Maintenant voilà, c'est clairement pas celui que je préfère. Je préfère encore revoir Un Voyage Inattendu et Smaug. D'accord. Donc c'est à moi. Donc j'ai commencé par la réalisation, qui est peut-être le meilleur point du film, même si les effets spéciaux, on voit quand même l'évolution technologique faite entre les trois films. C'est vrai qu'Azog là vraiment Ah oui, alors juste comme ça, on n'en a pas parlé. Moi je précise, j'ai vu aucun de ces films en 3D ni en HFR. Hein. Et pourtant mon cinéma l'est passé en 3D HFR, mais je n'ai pas souhaité les voir de cette manière, même si ça m'aurait peut-être intéressé, mais moi non, il est passé en 3D mais pas en HFR. Ouais. Et vu que j'aime pas la 3D. Ouais, moi j'aime pas la 3D, mais je sais que Quentin l'a vu en 2D HFR, en présence de Peter Jackson. Hein. Donc mon cinéma ne passait qu'en 3D HFR, et comme je ne supporte pas la 3D. Quentin a vraiment aimé. Ouais. Hein, C'est dommage qu'il ne soit pas là, parce que il aurait pu défendre le film, parce que je sais qu'il est allé voir encore une deuxième fois et qu'il a encore plus aimé que la première fois. Donc d'accord. Ouais. et déjà la première fois il a noté 10 sur 10 sur le site, donc ça veut dire quand même quelque chose. Mais là donc je sais que moi je l'ai pas vu en HFR, mais ça m'aurait tenté de le voir en 2D HFR, j'aurais bien voulu. Mais voilà. La réalisation très bonne comme d'habitude. Peter Jackson faire virevolter sa caméra dans tous les sens. C'est vraiment excellent. C'est toujours lisible, comme on dit. En fait, le problème, c'est que quand on parle de 3 films à la suite, la réalisation c'est toujours la même chose, parce que Peter Jackson, c'est Peter Jackson. Donc voilà. Mais j'ai trouvé la lumière encore mieux gérée que sur les deux autres. En fait, j'ai vraiment trouvé la lumière magnifique sur le film. La photographie est vraiment sublime. Même si c'est vraiment des tons très très bleutés, très rouges par moments aussi, mais j'ai vraiment trouvé agréable la réalisation de ce film, et j'ai souvent eu la chair de poule durant la séance, pendant les séances de paysage comme d'hab, hein, il y en a peut-être un peu moins que dans les autres, et ça il a moins son côté contemplation que dans les deux autres, je pense. Enfin, je trouve. Ouais, parce qu'on est aussi dans les mêmes décors que le deuxième aussi. Ouais, hein. donc comme il a déjà fait ces gros plans d'hélicoptère, il n'y avait plus trop besoin de les faire. Donc voilà. Ensuite, les acteurs toujours très très bons. Evangeline, c'est vrai, c'est la seule qui a réussi peut-être à me faire. Enfin non, j'aurais voulu pleurer
mais j'ai pas réussi. Ah mais moi aussi Voilà. j'aurais aimé Et pleurer à chaudes larmes pour la mort de Thorin, hein, mais c'est quand tu non et même la mort de Killy et la mort de Philly. oui, Mais parce que au final, oui, c'est vraiment les deux frères, moi, ouais. que je trouvais attachants, Ouais. en fait. Bah, le truc c'est que comme j'avais lu le bouquin, je savais déjà ce qui allait se passer. Mais pourtant ça m'a pas dérangé pour les deux précédents. Mais celui-là Mais ça moi, m'a- j'ai été surpris parce que je sais, bon, je me suis fait spoiler le fait que Thorin Ah merde, meurt. ça c'est. Mais bon après c'est pas grave. Enfin, c'est pas un personnage que j'adore non plus. Ouais, Même ouais. pendant le troisième, j'ai dit mais vivement qu'il meurt parce qu'il m'énerve avec son côté je deviens fou et tout. Alors que tu te dis bon bah ce serait tellement plus simple de. Enfin bref. Mm. Par contre, je m'attendais pas à ce que les deux frangins meurent là. Ouais, et d'après mes souvenirs, je sais pas dans le bouquin, si il meurt, je crois, mais là il faut vraiment que je le relise parce que j'ai plus de souvenirs qu'il meurt, mais bah, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires parce que ça fait un petit bail quand même que je l'ai lu, ça fait 3 ans, et pour les détails comme ça, enfin même si c'est pas vraiment un détail, mais dans le bouquin j'avais l'impression que c'était un détail, donc parce que dans le bouquin il nous attache peut-être pas autant d'importance à tous les nains. Il attache plus d'importance à la quête de Bilbon. Donc voilà. Et puis là dans le film il y a une love story aussi avec Voilà. l'elfe. Ah oui, ouais, Forcément ça n'a pas le même impact non plus malgré tout, même si elle est très cucu cette love story. ouais. Mais Non mais enfin moi je la trouve très belle, mais elle est mal gérée. Enfin bah, elle est mal amenée quoi. voilà, même si ça aurait pu. Elle est là pour justifier le personnage de Toriel en fait. Ouais. Mais ça aurait pu donner quelque chose de très bon, mais c'est juste que c'est mal géré. Je sais pas comment dire autrement. Donc voilà, Martin Freeman toujours excellent. J'ai vraiment adoré ces scènes où il cachait l'Arkenstone à Thorin. On ressentait dans son regard qu'il avait vraiment envie de lui donner, mais qu'en même temps il avait l'impression il perdait un ami devant ses yeux. Et cette scène où ils sont séparés par les deux, cette scène au ralenti où l'armée de nains passe devant eux, Oui. j'ai trouvé super cette scène, vraiment super belle. Donc voilà, la descente aux enfers de Thorin, je trouvais que c'était un des meilleurs moments du film en fait. C'était la mieux gérée parce que. Mais je pense que c'est bien géré, mais moi c'est vrai que ça m'a gavé. Mais c'est à cause de la malédiction du dragon. C'est comme ça, c'est l'or, l'avidité qui. C'est aussi le propos du film, même si c'est quand même bizarre qu'ils critiquent l'avidité, mais en même temps ils se battent pour un trésor. Donc voilà. Mais bon, après, les gens de Lagueville en avaient plus besoin que Thorin, à mon avis. Du coup, ça, il y a aussi Alfred, serviteur du maître, qui rapporte un peu d'humour dans le film, un peu le côté enfantin. Mais je trouvais que ça cassait vraiment le rythme et que ça allait pas du tout dans le film. Il m'a fait penser un peu à des aspects de Langue de Serpent dans le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est vrai. Qui avait vraiment cet aspect perfide qui est vraiment. Enfin, bon, après, il était un peu plus drôle que Langue de Serpent quand même. Ouais, enfin ça c'est pareil. Ouais. Côté burlesque. Non, pour moi, mais- le ton de ce film était plus grave en fait. Oui. Et Voilà, je voyais pas l'intérêt de mettre ça. c'est ce que je disais, c'est que ça casse un peu le rythme en fait par rapport à ce qui se passe autour de la ville en fait. Même si bon, il y a quelques scènes qui m'ont peut-être fait un peu rigoler. Enfin si, qui m'ont fait un peu rigoler, mais après je trouve que ça casse vraiment le rythme et que c'est mal amené. Donc l'histoire suit à peu près le roman. Ça s'en éloigne assez en fait. Je m'attendais, enfin, au moment où Bilbo reçoit la pierre sur la tête, je me suis dit enfin, mais dans le livre c'est arrivé quasiment tout de suite. Il a quasiment pas vécu la bataille. Bah non, moi on m'a dit qu'il se faisait assommer et puis que bam, voilà. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Donc dans le livre c'était comme ça, alors que dans le film, bah, il met 3 plombs à se faire assommer. Alors que c'est ça qui était justement très très bien fait, c'est qu'il prenait vraiment pas part dans la bataille. Il avait fini sa quête, il était arrivé jusque là-bas, il avait bon, c'est pas lui qui a tué le dragon, mais il a quand même aidé à déloger le dragon, à retrouver l'Arkenstone. Bon après il y a toute cette bataille à cause de l'Arkenstone.
Il a aidé à détruire Lakeville. Ouais, aussi. Donc Malheureusement. voilà. Mais bon, après il offre son aide et puis il est vraiment, enfin, on ressent vraiment de la générosité de sa part, surtout de donner sa part du trésor. Même si on sait qu'il a quand même reçu un coffre plein d'or à la fin, mais il a donné sa part du trésor pour que il n'y ait pas de bataille et Thorin, comme il est, enfin, comment dire ça, Possédé. voilà, possédé, ne veut rien en entendre, il veut absolument en faire la guerre, donc voilà. Bon, ça c'est pas mal fait. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec Smaug au début, de pas le montrer, de pas lui faire parler tout de suite, de se montrer cette entité en fait qui détruit, qui n'est là que pour détruire et qui n'a pas de sentiments, rien. Qui ne parle pas. Après bien sûr il y a toute la partie avec Bard qui tue ce dragon qui est vraiment très très bien faite. On iconise vraiment énormément Bard. C'est Par contre, fallait pas qu'il se loupe parce qu'au Ouais. passage, il décapitait son fils aussi. aussi, ouais. Non, mais... Donc ouais, d'ailleurs je sais pas comment le coup de comment la corde de l'arc ne lui est pas rentrée dans la figure, mais ça Oui, c'est... ça on ne saura jamais, mais ouais, non, c'est très bien fait. Et puis voilà, donc le passage vers le Seigneur des Anneaux est bien géré, comme tu as dit, c'est vraiment très bien fait. Ah ouais, c'est vraiment ce que j'ai... Je crois que c'est ce que j'ai le plus apprécié du film. Ouais, ouais. Bah, en fait, j'ai plus apprécié parce que en disant que bah, maintenant, quand je les reverrai chez moi puis qu'on arrivera à ce passage, bah, je sais que tout de suite, je renchaîne sur la trilogie que je peux faire. Donc je pense qu'en fait, c'est ça c'est l'enthousiasme de revoir le Seigneur des d'aller Anneaux. vers... Oui, c'est ça. Hein. Et j'aime bien le passage où le père de Legolas parle d'Aragorn sans vraiment en parler. C'est vraiment très sympa pour, enfin tu vois, pour ceux qui sont pas faut que tu ailles au nord voilà, pour ceux qui sont voir le rôdeur pour ceux qui sont pas à fond dedans, grand pas ça veut rien dire pour c'est Aragorn et même si c'est fils d'Arathorn, peut-être qu'ils font pas tout de suite la liaison, et ça j'ai trouvé que c'était sympa de faire un petit coucou aux fans hardcore de la franchise. Et puis il y a aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre qui mène vers le film. Il y a aussi quand il retourne vers Shire, donc la comté, Bilbo. J'ai trouvé vraiment cette scène sympa, j'ai trouvé la fin vraiment sympa, mais en même temps voilà, je trouve que c'est pour conclure peut-être le film de trop. C'est avec c'est vraiment le cœur chagriné que je dis ça, hein, que je dois me poser cette question. Après, je sais pas, mais c'est vrai qu'ils nous l'ont vraiment vendu comme l'adieu de Peter Jackson à la Terre du Milieu. Alors moi, je m'attendais à un final très émouvant en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai pas réussi à ressentir quelque chose. Et ça me pose vraiment des problèmes parce que devant le bouquin, j'ai chialé. Alors que devant ce film, je devais, mais je n'ai pas. Et ça me, en tant que fan vraiment hardcore, je suis ressorti de la séance pas de la même manière que les 2 dernières fois en fait. C'était peut-être mon humeur, peut-être la place de cinéma, je sais pas. Mais je dois le dire, j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose qui aurait fait peut-être ce film, enfin peut-être même pas mal de choses en fait qui manquaient à ce film, qui aurait pu vraiment donner un très très bon film. Même si l'histoire de base est vraiment sympa, mais je sais pas, c'est peut-être la manière dont c'est raconté, la manière dont c'est fait. Il y a vraiment des problèmes de scénario et des problèmes de rythme dans ce film, et je sais pas si tout sera réglé avec la version longue. Et ça me dérange vraiment. Mais voilà, donc c'est dommage qu'on n'ait pas Quentin avec nous, qu'il aurait pu défendre un peu le film, parce que là on est vraiment 2 pessimistes en train de parler d'un film qu'on aurait aimé adorer, mais que du coup je pense qu'on a tout dit à peu près sur le 3e film. Sur les 3 je pense qu'on je vous invite à lire les critiques d'Eddie sur les 3 et de Quentin sur le 3e, je sais plus et si Quentin il a fait les 3. Ah ben donc lisez nos critiques sur les 3. Et moi j'ai fait le 2. Le 3 je voulais le faire, mais vu dans l'état où j'étais quand je suis sorti de la salle, j'avais vraiment pas envie de me mettre à écrire, parce que j'étais vraiment assez triste de pas avoir ressenti, pas avoir apprécié le film comme j'aurais voulu l'apprécier.
Mais voilà, donc ben, c'est tout. Je pense on a tout dit. Du coup, ben, on va vous rappeler les petites infos et puis on va vous laisser jusqu'au prochain podcast. Donc vous pouvez nous retrouver tous sur le site moviesnerd.net. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter à @thelexal. Vous pouvez retrouver le site sur @movies_nerd, sur Facebook, sur Google+, sur iTunes aussi pour noter le podcast, sur SoundCloud où il y a les derniers podcasts qui sont sortis. Je me suis mis à Sens Critique, enfin, certains diront. Donc c'est Axel 2, ouais, je sais, c'est génial le pseudo. J'ai pas pensé quand j'ai pris le pseudo, mais du coup j'arrive, enfin je peux pas tu peux le changer. D'accord, bah, ouais, comme tu veux. Ok, bah, tu me diras ça hors podcast, mais donc ce sera plus Axel 2, ne cherchez plus. Je mettrai un lien dans en dessous de cet épisode, donc voilà. Eddie, vas-y. Donc moi sur Sens Critique, sur Twitter et sur Movies Nerd, et sur la page Facebook, et c'est Stark partout, comme ça c'est plus simple. Ok, donc on vous retrouve pour le prochain podcast qui sera encore un hors-série, mais un peu spécial. Oui. Je vous en ai parlé derrière. Et en 2015. En 2015, ouais, donc déjà on vous souhaite une bonne année en avance. On vous la souhaitera dans le prochain podcast, mais je préfère... Que vous avez mangé plein de chocolat et que vous avez reçu plein de cadeaux. On vous souhaite de très bonnes fêtes. Et puis on se retrouve pour le prochain podcast qui sera un top 10, un podcast top 10 avec, comme je l'ai dit, un petit récapitulatif de notre année 2014 avec... C'est pas que du top 10, il y aura d'autres choses. Avec 2 invités surprises, je n'ai pas encore dit leur nom dans le dernier vidéoclub, donc je le dirai toujours pas maintenant, mais vous les découvrirez, vous inquiétez pas, ils sont sympas, ils mangent pas normalement. Nous on vous dit à la prochaine. Normalement, hein, c'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr. Faut qu'on voit d'abord. Donc voilà, on se quitte là-dessus et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.